Salut à tous, c'est Christophe pour la chronique politique. Aujourd'hui, je vous propose une analyse en forme de bilan perspective autour de l'association de gauche Le Printemps républicain, et ce, à l'occasion de la sortie du livre-programme écrit par son président. Alors, pour ceux qui ne voient pas ce qu'est le Printemps républicain, c'est une association qui a été créée début 2016 pour faire vivre l'esprit Charlie, c'est-à-dire la liberté d'expression, le droit à la caricature et le droit à critiquer les religions. Très vite, sur les réseaux sociaux, le Printemps républicain a commencé à polémiquer avec la gauche qu'on disait à l'époque islamo-gauchiste, maintenant on dirait plutôt woke, mais ce sont les mêmes, et notamment sur Twitter a déclenché pas mal de shitstorms et d'accusations réciproques de harcèlement avec cette gauche islamo-gauchiste. Également, le Printemps républicain, qui aujourd'hui est une association, tend de plus en plus à se transformer en parti politique, et il en prendra certainement les statuts dans les mois à venir, puisqu'il veut clairement peser dans la présidentielle, et à défaut d'avoir un candidat, va certainement en soutenir un, et par contre, clairement, veut être représenté dans la prochaine Assemblée nationale, ce qui de fait implique de faire des alliances avec d'autres partis. De fait, aujourd'hui, le Printemps républicain est une organisation qui se situe dans la lignée de la gauche sociale et laïque à l'ancienne, et c'est pourquoi, personnellement, je considère que c'est une organisation néoconservatrice de gauche. Si cette question du néoconservatisme vous intéresse, j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet. Le Printemps républicain, pendant ses premières années, avait un porte-parole officieux, qui était le politologue Laurent Bouvet, qui était invité souvent dans les médias de droite, et surtout au Figaro, pour critiquer et apporter une analyse sur les dérives qui étaient celles de la gauche à l'époque. Depuis un an ou deux, on n'entend plus parler Laurent Bouvet dans les médias, puisqu'il est atteint d'une maladie grave de type cancer. Il s'est donc mis en retrait du monde politico-médiatique pour soigner sa maladie. Et depuis ce moment-là, de fait, le Printemps républicain n'avait plus d'écho dans les médias. Depuis, c'est son président, Amin El-Khatmi, qui essaie de prendre le relais, qui a commencé à écrire quelques livres, et notamment celui-ci qui est le dernier en date, mais il n'a pas le même écho que l'avait le politologue Laurent Bouvet. Alors, pour ceux qui veulent savoir qui est Amin El-Khatmi, c'est un jeune militant qui a 33 ans, qui est d'origine marocaine, qui est musulman, qui vient de la gauche. Il a été au PS dans sa jeunesse, dans la tendance montebourgiste, mais a soutenu Emmanuel Macron en 2017. Personnellement, j'ai cherché à me procurer ce livre parce que les recensions qui en étaient faites dans les médias le décrivaient comme un livre extrêmement sécuritaire, avec des propositions très à droite. Et par exemple, même le journal Regard, donc un journal d'extrême gauche dirigé par Clémentine Autain, disait que c'était un livre d'extrême droite qui déroulait le tapis rouge à la xénophobie et au racisme. Donc, intrigué, je me suis demandé si cette gauche néoconservatrice n'était pas en train de faire un virage du coup vers la droite, et donc potentiellement de nouer des alliances ensuite vers la droite. Alors, spoiler, je pense que c'est clairement une mauvaise compréhension de ce livre que de croire que c'est un livre sécuritaire. Et également, je m'attendais à un livre qui, connaissant le Printemps républicain sur les réseaux sociaux, serait très axé sur la critique de l'autre gauche, de la gauche postmoderne, serait très dans l'affirmation d'une gauche traditionnelle face aux dérives, et en fait, pas du tout. Le choix qui a été fait par Amin El-Khatmi, c'est d'autodéfinir le Printemps républicain, c'est-à-dire de partir de ses propres valeurs pour établir un programme, et pas de se définir en contre, stratégie qui fait qu'on est toujours à courir derrière un ennemi, et à être obligé de s'adapter à ses évolutions. Donc pour le coup, je pense que c'est une logique assez intéressante qu'a choisi Amin El-Khatmi, même si, bon, de fait, pour ceux qui, comme moi, attendaient un livre un peu de clash et de critique des dérives de la gauche actuelle, c'est un peu raté. Alors concrètement, ce livre, il est relativement court, il fait 140 pages, dont une dizaine de pages à la fin qui résument en 77 points le programme du Printemps républicain. Pour le reste, ce sont des chapitres qui abordent des sujets assez classiques à gauche, comme l'éducation, la culture, la question du social avec les bas salaires ou l'écologie, mais aussi des chapitres qui traitent de questions plus à droite entre guillemets, à savoir plutôt les questions d'intégration et de sécurité. Et ce sont ces chapitres qui font qu'on peut avoir l'impression d'avoir un livre très sécuritaire, mais personnellement je pense que c'est une fausse interprétation, enfin c'est une mauvaise compréhension du livre. Et en fait, il y a une thématique qui traverse beaucoup de chapitres, qui est la question de l'immigration. En fait, Amin El-Khatmi parle de l'immigration, beaucoup dans ce livre, mais je pense aussi qu'il parle, et ça on ne l'a pas compris, à l'immigration. C'est-à-dire que
de fait, j'ai l'impression, alors je le formule comme ça, mais c'est pas comme ça que c'est dit dans le livre, j'ai l'impression qu'Amin El-Khatmi parle beaucoup à des gens qui sont immigrés et qui seraient une espèce de majorité silencieuse immigrée qui veut s'intégrer à la France et à ses valeurs, mais qui de fait est rendu complètement invisible et inaudible par d'un côté les islamistes et de l'autre la racaille et la délinquance. Et en fait, je pense qu'en grande partie, Amin El-Khatmi cherche à parler à cette majorité silencieuse supposée dont il est issu. Alors supposée parce que bon, quand on voit les sondages sur la charia et la République ou sur l'antisémitisme en Europe, on peut douter de l'existence de cette majorité silencieuse immigrée désireuse de s'intégrer. Personnellement, je pense plutôt que c'est une minorité. Mais bon, ça se débat, et en tout cas, il fait le choix de parler à ces gens dont, en fait, il représente une fraction qui a réussi son ascension sociale. Également, quand je dis que c'est une partie qui est très prégnante, en fait, c'est que ça représente la moitié du livre. Quand on met tout bout à bout, les questions d'insécurité, les questions liées aux cités HLM, les questions liées à l'éducation, ça fait beaucoup de propositions, en fait, et une grosse partie, vraiment, sur les 120 pages d'analyse, vous avez 60 pages qui, de fait, directement parlent de l'immigration. Et ensuite, vous avez des chapitres plus épars, donc plutôt axés sur les questions sociales, par exemple revaloriser les bas salaires de tout ce qu'il appelle le back-office, c'est-à-dire les livreurs, les caissières, etc. Donc il parle aussi un petit peu indirectement de fait de l'immigration, ce sont beaucoup d'immigrés qui proportionnellement occupent aujourd'hui ces postes. Il parle aussi de l'écologie, alors pour le coup il prend Europe Écologie Les Verts à rebrousse-poil, parce qu'il est pro-nucléaire et chose intéressante, il est pour l'agriculture de conservation des sols, c'est-à-dire une agriculture industrielle mais qui ne laboure plus, mais qui à la place utilise masse désherbant pour préserver le sol, ce qui implique l'utilisation de glyphosate. Donc là-dessus, au moins, le Printemps républicain, clairement, ne pourra pas s'allier avec Europe Écologie Les Verts. Mais de fait, dans la construction du livre, à savoir que toutes les questions qui traitent de l'immigration indirectement ou directement sont au début du livre et prennent beaucoup de place, et bien, toutes les autres thématiques, quelque part, paraissent beaucoup plus anecdotiques et ont beaucoup moins de points communs, ce qui fait que ça fait un livre qui est assez déséquilibré. Personnellement, je me suis clairement pas senti concerné en fait par ce livre. Ça parle tellement de l'immigration que de fait, je ne me suis pas senti concerné, même sur les questions sociales. On voit bien que Amin El-Khatmi est plus à l'aise avec ces questions de banlieue, parce qu'il est lui-même en plus issu d'une banlieue, que sur la France périphérique ou la France culturellement des petits blancs, entre guillemets. Quand il parle de la France périphérique ou des petits blancs, c'est un petit peu une pirouette en parlant des classes populaires à la fois dans les banlieues et à la fois dans les zones périphériques. Donc, de par, quelque part, l'expérience de vie personnelle d'Amin El-Khatmi, il parle plus facilement de certains sujets et plus longuement, en étant beaucoup plus pertinent que sur d'autres sujets, ce qui est un petit peu, je trouve un petit peu dommage. Également, ce qui m'a surpris dans ce livre, c'est donc le public auquel il parle, et je m'attendais en fait à d'autres positionnements. C'est-à-dire que, vous le savez certainement, hein, au début des années 2010, à gauche, il y a eu un débat sur quel est l'électorat naturel de la gauche, avec le rapport d'un think tank de centre-gauche qui était Terra Nova, qui avait pondu une note disant qu'il fallait laisser tomber les questions sociales et les ouvriers et aller vers les bobos et les immigrés, globalement. Et donc vous aviez une réaction à gauche qui était d'affirmer qu'il y avait quand même encore une prédominance des questions sociales. Vous aviez eu par exemple un groupe de députés socialistes qui avait fondé un groupe qui s'appelait la Gauche Populaire, et je m'attendais bêtement à ce que Amin El-Khatmi, du coup, et le Printemps républicain soient sur cette lignée de la gauche populaire, d'affirmer la primauté du social. Et en lisant le livre, j'ai plutôt l'impression, en fin de compte, que, comme tout le reste de la gauche, il a cédé à l'injonction Terra Nova, il parle aux immigrés et aux bobos, et du coup, j'ai l'impression qu'il parle aux bobos parce que il y a aussi tout un chapitre sur les questions culturelles. Et quand il parle de la culture, il ne parle pas de la culture occidentale depuis 2000 ans ou de grandes idées, il parle de la culture au sens de culture Jack Lang. Il parle de théâtre, de cinéma, de spectacle vivant, il veut en intégrer 25% dans les enseignements à l'école, ce qui est quand même un petit peu énorme. Bon, aujourd'hui, moi je pense qu'on a plutôt besoin de formation scientifique plutôt qu'artistique, mais bon.
chacun son analyse de la situation. Et du coup, ça me donne l'impression voilà, qu'il cible aussi les bobos et que, quelque part, il cède à l'injonction de l'électorat Terra Nova. Donc ça a également été une surprise. Sinon, pour faire un bref survol des propositions là, qui sont faites et qui me viennent en tête, donc les plus marquantes, donc vous avez beaucoup effectivement de propositions qui peuvent paraître sécuritaires, mais enfin c'est juste voilà, des prisons en plus, expulser des immigrés clandestins, être plus dur sur les droits d'asile, bon c'est pas transcendant quand même, quoi. Au niveau sécuritaire, on est quand même loin du fascisme et des heures les plus sombres de notre histoire. Il y a également les questions de limiter le nombre d'immigrés dans les banlieues, ce qui veut dire qu'il faut les répartir ailleurs. Bon, très bien. Est-ce que le reste de la population sera contente de les avoir ailleurs? Une bonne question. Vous avez également des propositions qui sont toujours en lien avec les banlieues sur la question des REP, de diviser les classes par deux, d'augmenter les salaires des profs pour faire venir des gens compétents. Ça coûte du pognon. Enfin, j'ai l'impression que c'est quand on parle des banlieues et qu'on n'en est pas issu, c'est la question économique qui pose question. C'est comment il va financer toutes ces propositions. Question qui n'est pas abordée. Sinon, vous avez tout un volet par contre qui est intéressant, qui aurait mérité de développer sur les questions citoyennes et sociétales. Par exemple, il se prononce pour au moins 25% de proportionnel aux législatives, pour un référendum d'initiative partagée, et plus atypique aussi pour une taxe de 7 € que le citoyen pourrait attribuer à telle ou telle association ou parti tous les ans pour régler la question du financement politique. Idée que je trouve intéressante, mais bon, il s'agit encore de créer une taxe, une de plus. Également, il se prononce pour un référendum sur le droit de mourir dans la dignité, donc sur l'euthanasie. Quelque part, c'est effectivement la solution pour régler cette question qui est en suspens depuis des années. Chose un peu maladroite à mon avis, dans la partie analyse, cette question de l'euthanasie est abordée dans le chapitre qui s'appelle « La France qui soigne ». Quelque part c'est un échec de soins, hein, le suicide assisté, donc je trouve ça un petit peu maladroit. J'aurais plutôt mis ça dans les questions citoyennes, le fait de pouvoir disposer de son corps jusqu'à la fin. Mais voilà, et ce sont à peu près les seules propositions comme ça qui me viennent instinctivement à l'esprit, ce qui est déjà pas mal. Et en fait, donc il y a quelque chose qui m'est apparu, mais vraiment après coup, c'est qu'il y a quand même des sujets qui ne sont pas du tout abordés dans ce livre, mais tellement pas abordés qu'en fait ils viennent même pas à l'esprit. D'abord, c'est la question européenne. Alors bon, je pense que le printemps républicain est pro-européen, mais il n'y a pas de proposition concrète pour aménager l'Europe ou quoi que ce soit. C'est un petit peu étrange. Et surtout, il y a un gros point aveugle qui est la question économique. Donc la question de la vie des entreprises, etc., est abordée à travers la question sociale, des bas salaires qu'il faut revaloriser, etc. Mais la question de l'entreprise, des choix stratégiques de développement de la France, est-ce qu'on veut réindustrialiser, vers quelle industrie du futur on veut contribuer le développement, enfin, toutes ces questions qui sont réellement celles de l'économie réelle ne sont pas abordées. Il n'y a pas de chapitre du tout dessus. On ne sait pas du tout quelle est la position du printemps républicain. C'est étonnant parce que bon, Aminata Khatmi vient donc de la gauche montebourgiste. On aurait pu s'attendre à au moins une prise de position sur la souveraineté économique ou sur l'appareil productif. Et pour le coup, il n'y a vraiment du coup rien du tout là-dessus. C'est assez surprenant quand on en prend conscience. Moi j'ai mis 2-3 jours à tilter que c'était absent, tellement ça n'en parle pas. Donc voilà pour le livre, en fin de compte, des propositions de centre-gauche dures, que je qualifierais de valsistes, mais qui ne sont pas aussi sécuritaires que ça, et qui marquent beaucoup moins que ce à quoi je m'attendais, un décalage du printemps républicain vers la droite. Donc quelque part, personnellement, une petite déception. Maintenant, passons au printemps républicain en tant qu'association et peut-être en tant que futur parti politique aujourd'hui. Donc avec ce livre-programme, de fait, le printemps républicain nous confirme qu'il est de centre-gauche, de tendance valsiste, quelque part le dernier carré valsiste indépendant, et qu'il se situe donc quelque part entre le PS et la République en marche, ce qui, de fait, limite ses alliances potentielles, puisque bon, sur l'écologie, déjà, il ne pourra pas s'allier avec la gauche de la gauche.
Les seuls en théorie à la gauche de la gauche à qui il pourrait s'associer, c'est le Parti communiste, vu ses positions, mais bon, qui aujourd'hui a envie de s'allier avec le Parti communiste? Bonne question. Et donc, tout ça, ça pose la question de la réelle influence que peut avoir le printemps républicain et aussi la question de sa survie. Parce que s'allier avec le Parti socialiste, c'est effectivement pouvoir avoir potentiellement des alliances avec peut-être, on ne sait pas trop, des élus, parce qu'aujourd'hui, vu l'état du PS, on ne sait pas du tout ce que pourront donner les prochaines législatives pour lui. Et de l'autre côté, s'allier avec La République En Marche, c'est se condamner à être un espèce de groupuscule à la remorque du gros parti, et à se condamner à avoir quelques strapontins. Mais dans ce cas-là, ça condamne aussi à lier son existence à celle du gros parti. Parce que généralement, dans ces situations-là, on l'a bien vu souvent avec le MoDem ou les petits partis centristes, quand le gros parti avec lequel ils sont alliés se casse la gueule, eux c'est fini. D'ailleurs, il y a déjà eu un précédent historique de gauche comme ça centriste qui s'allie avec la droite. Pendant l'ère Sarkozy, quand Sarkozy a été élu président en 2007, il avait ouvert des postes au centre-gauche. Ça en a fait venir quelques-uns, notamment Jean-Marie Bockel qui avait créé un petit groupe, un petit parti qui s'appelait la Gauche Moderne. Et cette gauche moderne, qui était en fin de compte valsiste avant l'heure, a sombré corps et biens avec le sarkozysme. Et puis il y a aussi la question qui est celle de la question de l'influence aujourd'hui du printemps républicain, avec ou sans alliance. Aujourd'hui, l'association, c'est 1500 personnes d'après Amin El-Khatmi, ce qui est quasiment rien. D'un point de vue d'un parti, c'est un groupuscule, c'est l'équivalent du NPA. Est-ce qu'il y a aujourd'hui de la place de fait, avec des alliances ou sans alliances, pour l'existence de cette gauche centriste, néoconservatrice ou valsiste? C'est une très bonne question. Alors j'aurais aimé avoir une réponse indirecte, notamment avec les chiffres de vente de ce livre, mais la personne à qui j'ai demandé m'a pas répondu à l'heure actuelle. Donc si un jour elle me répond, je vous mettrai les chiffres en description, parce que ça donne quand même un début de piste pour savoir quelle est l'influence réelle de ce genre d'organisation. Tout ce que je peux vous dire, c'est que bon, j'ai une piste indirecte, à savoir que ce livre, j'ai acheté d'occasion sur un grand site culturel d'occasion allemand, dont je ne citerai pas le nom, et un mois après la sortie, je l'ai eu à 50% du prix initial. Ce qui n'est pas très bon signe. Généralement, les livres sur ce site se retrouvent plutôt à moins 10, moins 20, voire au pire moins 30% quand ils sont comme ça dans l'actualité qui viennent de sortir. Là, qu'il est déjà le prix divisé par 2, ça indique quand même qu'il n'y a pas forcément beaucoup de demandes et qu'ils en ont trop en stock. Et ça en dit, à mon avis, un petit peu long sur l'influence réelle et l'intérêt qu'on peut avoir dans l'opinion pour le printemps républicain et pour cette position politique. Mais j'ai pas plus de chiffres que ça. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous intéresse, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.